Bon, bonsoir à tous. Donc il est 19h05. Je pense qu'on va donc faire le dernier conseil municipal de l'année. Je remercie déjà de votre présence. Ce soir, on terminera donc certainement après 20h, mais bon, vous pourrez rentrer normalement en toute quiétude à votre domicile. Il n'y a pas de souci particulier. On a prévenu les gendarmes. Les pouvoirs, tout d'abord. Donc, Jennifer Mako m'a donné son pouvoir, donc à Dominique Bonin. Olivia Bertrand a un léger retard, elle est retenue avec son petit bébé. Elle va revenir, elle devrait nous rejoindre tout à l'heure. En attendant, donc c'est Christian Grimaud qui prendra son pouvoir. Et j'ai le pouvoir de Martine Sosso pour Monsieur Arnaud Bouger. Le secrétaire de séance pour ce soir, on vous propose donc Kevin Bonneau, notre Benjamin. Kevin, merci. On vous demande dans un premier temps d'approuver le compte-rendu du conseil municipal du 30 novembre 2020. Avez-vous des interrogations, des choses à suggérer concernant ce compte-rendu? Oui. Oui, pardon, allez-y. Oui, quelques remarques. En préambule, je vais profiter de ce compte-rendu du 30 novembre pour faire quelques remarques par rapport au conseil municipal qui a eu lieu il y a donc maintenant 15 jours. On parle bien du conseil municipal, hein, d'accord, des délibérations. Hein. Complètement. Je voulais juste quand même revenir sur le règlement intérieur. Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler ou pas, le règlement intérieur du conseil municipal. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux ou pas. L'article 10, intitulé Présidence. Le président vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre les séances, dirige les débats, accorde la parole, etc. Or, la semaine dernière, vous avez bien ouvert les débats, dirigé plus ou moins les débats, mais vous ne m'avez pas accordé la parole, je ne sais pas si vous vous souvenez. Or, c'est donc contraire au règlement intérieur. D'accord. Sauf que le président a le droit de couper la parole. Bien, on passe à autre chose. Je suis désolé, j'ai aussi... Je me dépêche, je suis désolé. Dans l'article 20 des débats ordinaires, il est dit que si un membre du conseil municipal trouble la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, vous m'avez attaqué personnellement, vous m'avez menacé, monsieur Bonin. Le souci, c'est que la parole peut vous être retirée que par vous-même. Donc je ne sais pas comment on peut régler ce problème-là. Bien, vous ferez comme d'habitude, vous poserez un recours. D'accord. Ensuite, on continue. Alors l'article 17 dit la même chose, donc je ne vais pas m'étaler dessus. L'article 24, justement, je pense que c'est le moment d'en parler de ce règlement intérieur. Hein. L'article 24 dit exactement clôture de toute discussion. La clôture de toute discussion peut être décidée par le conseil municipal à la demande du maire ou d'un membre du conseil. Avant la mise aux voix par le maire, la parole ne pourra être donnée qu'à un seul membre pour la clôture et un seul membre contre. Donc, on ne peut pas clôturer une discussion sans donner la parole à quelqu'un qui n'est pas d'accord. Vous voyez que vous étiez encore contre le règlement intérieur, c'est ce qui me perturbe. Donc c'est très bien, ça nous permettra de revoir le règlement intérieur dans les mois qui viennent. D'ailleurs, c'est ce que je voulais faire. Donc ça sera très bien, c'est une chose que l'on mettra à l'ordre du jour prochainement. Par contre, pour prendre la parole, vous savez très bien qu'il faut faire ce qu'on appelle une demande écrite. Donc j'aurais bien aimé que vous le fassiez. Vous ne l'avez pas fait. D'accord. Donc j'en arrive maintenant concernant le règlement intérieur. Tout à fait. Très bien, merci. Donc on continue. Nous apprécierons que vous dorénavant que vous gardiez votre calme si possible et votre sang-froid. Je garde mon calme. Et que vous fassiez preuve de respect à notre égard si c'est possible aussi. C'est le minimum qu'on puisse attendre. Mais allez-y, les recours, vous pouvez en faire tant que vous voulez. Je ne parle pas de recours, je prends juste la parole et c'est un droit républicain. Vous le disiez d'ailleurs dans le petit Luçonnet que vous étiez très à l'écoute. Sans exception ni parti pris. Alors là, je ne suis pas d'accord, il y avait vraiment du parti pris la semaine, il y a 15 jours en tout cas. J'en arrive maintenant au compte-rendu du conseil municipal du 30 novembre. Hein. Je souhaiterais, si possible, que les questions ne soient pas intitulées la question de M. Bouget. Je suis le porte-parole du groupe Aimer vivre à Luçon, donc je souhaiterais que dans le compte-rendu apparaisse non pas question de M. Bouget, mais question du groupe Aimer vivre à Luçon. Ça, c'est pas compliqué, je pense pas. Donc de l'opposition, quoi, en un mot, d'accord. Ou d'aimer vivre à Luçon. D'aimer vivre à Luçon, c'est ça. Pareil, alors c'est dommage, ce compte-rendu ne rend pas compte, s'il parle mal de ce nom, de tous les échanges qui ont pu avoir lieu il y a 15 jours. La toute dernière question, la question 3. Vous serait-il possible de nous préciser la rémunération de votre collaborateur de cabinet? Il est indiqué dans le compte-rendu, Monsieur le maire donne la définition du poste de collaborateur et précise l'indice de référence. Mais il n'y a pas marqué l'indice. Donc, alors, si à chaque question vous répondez le maire a répondu, point, je préférerais aussi qu'il y ait la réponse entière, donc 635. Ce sont les comptes rendus types de France et de Navarre.
Donc voilà, on part donc dans ce principe. Ça fait 20 ans qu'on est dans le même registre. Donc si vous voulez changer la donne, vous présenterez aux élections dans quelques années. Et effectivement, après, vous pourrez faire changer ce règlement intérieur. Monsieur Bonin, c'est pas changer le réglementaire, là c'est juste marquer la réponse qui avait été apportée. Elle n'apparaît pas, c'est un peu dommage. On pose une question et la réponse n'apparaît pas dans le compte rendu. Un compte rendu de conseil municipal, c'est vrai que comme vous n'êtes pas aux manettes, vous n'avez pas l'habitude. Un compte rendu de conseil municipal, c'est quelque chose de très succinct, de très concis. On ne reprend pas toutes les interprétations, 3 chiffres, les questionnements. 3 chiffres, 635, c'est juste ça qui me manquait. On est sur quelque chose de très concis. Très bien. Juste pour conclure, je suis désolé d'avoir pris un petit peu de temps. Du tout, c'est très bien. Je voulais juste vous rappeler aussi les valeurs républicaines. On a des devoirs, mais aussi des droits républicains, et la majorité a des droits, tout comme la minorité dont on fait partie. 4 valeurs républicaines, laïcité, citoyenneté, culture de l'engagement, mais aussi lutte contre toutes les formes de discrimination. Je me suis senti discriminé il y a 15 jours par vos attaques personnelles, Monsieur Bonin, je tenais à vous le dire tout de même quand même. Attention au déni de démocratie. Je rappelle que la majorité a le droit à la parole, tout comme la minorité. Je reprendrai juste Alexis de Tocqueville. Attention à la tyrannie de la majorité. Vous n'avez pas à nous empêcher d'avoir la parole. Je vais vous citer, vous m'avez dit, vous n'aurez pas la parole, et je vous ai dit de vous taire. Or, nous sommes au conseil municipal. On avait échangé il y a 2 mois là-dessus en disant qu'il n'y avait pas assez de débat. Et pour une fois qu'il y a un débat, vous me hurlez dessus. Vous dites que je vous attaquais. Vous m'avez aussi attaqué le mois précédent. Donc ça fait 1 à 1. Non, ça fait pas 1 an. On est en conseil municipal. Il faut arrêter la petite guéguerre. On n'est pas dans une cour d'école. Vous m'avez attaqué nommément. Ici, attention, plusieurs fois. Voilà. J'aimerais vraiment que ça ne se reproduise plus. Il faut élever le débat, Monsieur Bonin, s'il vous plaît. Monsieur Bouger, que ça ne se reproduise plus. Vous êtes dans l'opposition et vous avez encore de la chance d'être présent ce soir. Vous savez que... Enfin, on en reparlera dans quelques temps. Pas de menace encore, Monsieur Bonin. Soyez plus clair, s'il vous plaît. Si on avait écouté et si on avait été malhonnête, aujourd'hui, vous ne seriez même pas présent autour de la table. Souvenez-vous des élections municipales du 15 mars. Vous voulez qu'on fasse le film ? 5 jours avant les élections, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc on en reparlera plus tard. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, là je vois pas du tout de quoi vous parlez. C'est comme votre médaille en chocolat, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Non, vous avez de la chance. Vous voyez, là, c'est vous qui m'attaquez. Je vous attaque pas, je vous dis juste, vous avez dit médaille en chocolat, j'ai cherché partout sur les réseaux sociaux, pas une seule fois ça apparaît. Monsieur Bouger, vous avez de la chance d'être autour de la table à 5. Vous pourriez être 0 ici aujourd'hui. Donc attention à ce que vous dites. On en reparlera comme je vous l'ai déjà dit. Donc maintenant, ça y est, vous avez sur le compte-rendu, c'est tout ce qui vous chagrine ? Oui, vous avez bien pris en note ce que je vous ai demandé. Il n'y a rien en fait. Vous m'avez attaqué personnellement une fois de plus ce soir. Non, je vous êtes pas parti sur le règlement intérieur et même pas sur les délibérations. Donc c'est vraiment vous qui êtes malhonnête. Non, c'est pas de la malhonnêteté. Je vous ai demandé juste de rajouter 635 pour l'indice de référence, puisque par souci de transparence, avouez que votre collaborateur a un indice de 635, il n'y aurait eu aucun souci. Vous l'aurez dit dès le début, dans le petit Luçonnet, voilà, j'ai engagé un ami, il va toucher tant, il va faire tant de boulot, point, c'était fini, il n'y aurait eu aucun problème. Un ami ? Non mais de quoi vous parlez là ? Vous parlez de quoi ? Et comme je vous le rappelle, mon collaborateur de cabinet, je voulais quand même prouver A plus B. Vous avez regardé vous êtes renseigné un petit peu au niveau de la France, combien sont payés les collaborateurs de cabinet ? Oui, je ne suis pas d'accord avec vous, 2,5 fois c'est absolument pas vrai. Est-ce que vous avez regardé ? Vous êtes en train de vous confondez collaborateur et directeur de cabinet, monsieur Bonin. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est le maître des débats, je suis désolé, c'est monsieur le maire. Donc, monsieur le maire, en l'occurrence, maintenant va passer donc, au conseil municipal. Et bien évidemment, monsieur le maire, dans son règlement intérieur que l'on va revoir très bientôt, parce que justement, j'ai des choses à modifier à l'intérieur, eh bien, vous verrez que, justement, la démocratie sera complètement effective. Bien. Alors, avant déjà d'attaquer le conseil municipal, je voudrais tout d'abord féliciter Madame Yveline Thibault, qui, depuis cet après-midi, est présidente de l'Union départementale des CCAS de Vendée. Donc, félicitations Yveline, c'est une bonne chose, bien sûr pour toi et pour la commune de Luçon. Je voudrais que l'on rende un hommage à Valéry Giscard d'Estaing, qui a été l'ancien président de la République de la France. Donc il est né en 1926 à Cologne, pour rappel. À l'âge de 18 ans, il a participé à la libération de Paris et il s'est engagé dans la première armée française, sous les ordres du général de Latte de Tassigny. En 1945, il a été élevé au grade de brigadier. Il est cité à l'ordre de l'armée pour sa bravoure. Il est décoré de la Croix de guerre 39-45. Après l'école polytechnique et l'école nationale d'administration,
Jeune inspecteur des finances, il est élu député du Puy-de-Dôme en 1956. Sous la présidence du général de Gaulle, il est nommé secrétaire d'État aux Finances, puis ministre des Finances des Affaires économiques de 1962 à 1966. Durant la présidence de Georges Pompidou, de 1969 à 1974, il occupe à nouveau la fonction de ministre de l'économie et des finances. En 1974, à 48 ans, il devient le plus jeune président de la République depuis 1895. Prônant une société libérale avancée, il fait voter l'abaissement de la majorité civile de 21 à 18 ans. On lui doit également la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse, la fin de la tutelle de la télévision publique. Tout en développant le TGV, train à grande vitesse, et en relançant l'industrie nucléaire, il est malgré tout confronté à des difficultés économiques avec la crise pétrolière. Sa politique étrangère est marquée par le renforcement de la construction européenne, par sa contribution au lancement du G7. D'autres jalons marquent son parcours. Création du Conseil européen, élection du Parlement européen au suffrage universel direct, instauration de l'union monétaire, fondation de l'Agence spatiale européenne. En 1981, il est battu aux élections présidentielles par François Mitterrand. Par la suite, il est réélu à l'Assemblée nationale et devient président du Conseil régional d'Auvergne. Il se retire de la vie politique en 2004 pour siéger au Conseil constitutionnel. Auteur de nombreux essais et de romans, il est élu en 2003 à l'Académie française. Il est décédé le 2 décembre 2020 à l'âge de 94 ans. Serviteur de l'État, homme politique de progrès et de liberté, les orientations qu'il avait données à la France guident encore nos pas. Je vous demanderai donc quelques instants de recueillement à sa mémoire. Je vous remercie. Alors, avant d'aborder la première délibération, je voudrais quand même vous informer, enfin vous le savez déjà, je pense par la voie de presse, pour la majorité d'entre vous, que la ville de Luçon a été est éligible donc au programme Petite Ville de demain. Petite Ville de demain, donc c'est un petit peu le pendant de Action Cœur de Ville qui avait été initié il y a quelques années maintenant, enfin il y a 2 ans maintenant. Action Cœur de Ville pour 222 villes de France, qui avait été lancé. On s'était proposé, la ville de Luçon, mais de toute façon on ne rentrait pas dans les clous. Et seulement les communes de Fontenay-le-Comte et de La Roche-sur-Yon avaient été élues sur la Vendée pour ce programme. Donc dans Petite Ville de demain, la ville de Luçon s'est inscrite exactement au mois d'octobre. J'ai proposé à la communauté de communes qu'elle retienne notre candidature, parce qu'en fait c'est la communauté de communes qui présente les candidatures au sein des régions, bien sûr via les préfectures. Luçon a été retenu sur 1000 communes de France. Il y a 1000 communes de France qui sont éligibles, 103 pour les Pays de la Loire et 20 communes pour la Vendée. Sur la Vendée, il y a des communes comme les Herbiers, Chantonnay, Esnay, Pouzauges, puis bien d'autres. Et sur notre communauté de communes, Luçon et Mareuil-sur-Lay ont été retenus. C'est un programme intéressant parce que sur les 6 ans qui viennent, c'est un budget de 3 milliards d'euros qui va être réparti à travers ces communes sur des projets intéressants. Ces projets qui vont notamment être le pendant, je parlais d'Action Cœur de Ville, notamment pour les rénovations de centre-ville, les revitalisations, rénovation de l'habitat, de logement, maintien des commerces de proximité, construire de nouveaux équipements, éliminer les friches, qu'elles soient commerciales. Voilà, donc ça va être un projet très intéressant. Donc le porteur de projet est quand même la communauté de communes, mais axé sur la ville-centre et une des villes autour qui sera Mareuil-sur-Lay.
Pour ce faire, donc, c'est un projet qui est prévu à 6 ans. Il va falloir recruter ce qu'on appelle un chef de projet. Donc c'est un cadre de catégorie A, dont le poste est financé à 75% par l'État et le reste pris en charge par la communauté de communes. Avec le chef de projet, donc, nous élaborerons un plan d'action qui ensuite se déclinera bien évidemment sur des financements qui pourront nous être apportés et des éligibilités qui pourraient être donc produites. Voilà ce que je voulais dire sur ce dossier. Donc très intéressant, on est très heureux de pouvoir effectivement s'ancrer dans cette démarche qui va nous permettre, dans le cadre du mandat, c'est ce qu'on avait prévu notamment, donc de mettre à bien, on l'espère en tout cas très rapidement, les projets, notamment la revitalisation du centre-ville comme on l'avait initié donc, dans ce programme. Alors maintenant, il faut tout d'abord attendre les directives de l'État. On voit le préfet sera donc sur Luçon vendredi, donc ça me permettra effectivement de pouvoir échanger avec lui et avec le sous-préfet dans ce cadre-là. Le député sera aussi présent. Enfin, il y a une petite grand-messe vendredi sur Luçon, donc ça me permettra d'aborder avec eux ces problématiques et de savoir comment on peut très très rapidement effectivement s'inscrire dans cette démarche. Voilà donc ce que je voulais dire concernant les petites villes de demain. Denis était aussi à la barre avec moi lorsqu'on a déjà fait une première démarche auprès notamment des services de l'État. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot, en rajouter. Non, effectivement. 1, 2. Oui, bon. Vous m'entendez? Oui. Oui, effectivement, c'est un dossier qu'on a instruit avec les services depuis cet été. Et pour la petite histoire, c'est même, on avait transmis notre dossier à Mareuil qui s'en est inspiré pour qu'ils puissent candidater à leur tour dans des délais rapides. Donc voilà, et ça permet d'avoir 2 communes sur la communauté de communes porteurs de ce projet et intégrés à ce programme. Voilà, d'ailleurs, je remercie les services, bien sûr, d'urbanisme de la collectivité qui avaient déjà fait un premier travail, hein, notamment sur tout ce qu'on pouvait mettre en place pour les îlots qui sont plus ou moins délabrés et donc à réhabiliter. Autre information que je voulais porter, c'est que nous avons donc mis en place la semaine dernière l'opération donc bon d'achat de 10 € auprès des ménages luçonnais. Aujourd'hui, on a distribué donc près de 3000 bons. Hein, donc c'est une belle opération. Les gens vont pouvoir ainsi venir dans le cœur de ville, donc sur les commerces du centre-ville qui se sont inscrits dans cette démarche. Simplement porter donc à connaissance que dans les jours qui viennent, ceux qui n'ont pas pu venir sur vendredi et samedi dernier pourront venir encore jusqu'au 22 décembre au forum des associations, avec bien sûr tous les justificatifs qui sont demandés, hein, carte d'identité et puis justificatif de domicile, pour retirer donc le bon d'achat de 10 €. Donc c'est une opération qui se poursuit encore jusqu'au 22 décembre. Voilà. Bien, j'ai terminé pour les quelques informations que je voulais vous transmettre ce soir. Nous allons donc commencer notre conseil municipal par la première délibération qui concerne la convention de fixant la participation financière de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral dans le programme Être et Apprendre pour soutenir les actions sportives et éducatives en milieu scolaire. Je laisse la parole à François Hédein. Merci. Merci, monsieur le maire. Je vous fais grâce des différents articles. Donc, considérant l'intérêt de mettre à disposition des éducateurs sportifs pour la mise en œuvre des programmes scolaires obligatoires d'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et primaires, publiques et privées, afin d'apporter une compétence technique complémentaire à la compétence pédagogique des enseignants. Considérant que la communauté de communes Sud-Vendée Littoral souhaite, dans le cadre de son programme Être et Apprendre, soutenir la vie dans les actions sportives éducatives en milieu scolaire, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 1er décembre 2020, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention du programme Être et Apprendre pour l'année scolaire 2020-2021 et autorise monsieur le maire ou moi-même à signer la convention de coopération entre la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et la ville de Luçon pour les interventions en milieu scolaire, activité EPS.
Simplement donc préciser, je pense que tout le monde a lu la convention. C'est une délibération que l'on a déjà votée en tout début de mandat, courant du mois de juillet. On l'avait signé parce qu'on était en retard, hein, ça concernait l'année en cours, et là on est sur l'année scolaire, donc 2020-2021. Voilà, donc c'est une aide de 2500 € pour les interventions de nos éducateurs sportifs, donc à savoir Isabelle Charbonneau et Michael Pénisson, au sein des écoles. Voilà. Très bien, merci François. Y a-t-il des interrogations, des remarques à faire? Non? Merci, donc je le soumets à votre vote qui autorise et qui approuve les termes, qui est contre, qui s'abstient. Merci bien. Donc voté à l'unanimité. Deuxième délibération, convention de partenariat avec l'organisme de gestion des écoles catholiques de Luçon, l'OGEC. Je laisse la parole à Fabienne Parpaillon. Donc vous avez le compte 2019 d'annoté. Vu l'avis favorable de la Commission des affaires scolaires du 26 novembre 2020, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 1er décembre 2020, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention de partenariat avec l'OGEC pour l'année 2020-2021 pour la participation aux dépenses de fonctionnement de l'école privée catholique de Luçon. Autorise Monsieur le maire ou Madame Parpaillon, adjointe au maire, à signer la convention avec l'OGEC de l'école sur la base de 787 € par enfant luçonnais. Adopte la participation globale pour les élèves de l'école de la Sainte Famille pour un montant de 166 057 €, soit 787 € multipliés par 211 élèves. Dit que les crédits seront inscrits dans le budget 2021. Autorise Monsieur le maire à mandater les sommes suivant l'échéancier précisé dans la convention, à savoir premier acompte de 50% avant le 1er février 2021, soit 83 028,50 €. Deuxième acompte avant le 15 avril 2021, soit 41 514,25 €. Le solde avant le 30 juin 2021, soit 41 514,25 €. Donc en annexe, vous avez la convention. C'est une convention et une délibération que nous passons chaque année avec le compte de l'année en cours, donc N-1, et puis le modèle 2012-2013 qui nous a servi pour faire le compte pour chaque élève. Merci Fabienne. Y a-t-il des remarques, des questions concernant l'OGEC? Non, tout va bien? Très bien, ben merci. Donc je soumets à votre vote donc, pour adopter cette participation et puis autoriser bien sûr à mandater suivant les échéances que vous avez donc dans la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors ensuite, délibération suivante. Convention d'intervention de l'Association nationale de prévention d'alcoolologie et d'addictologie des Pays de la Loire. Donc c'est l'AMPA. Je cède la parole à Fabienne Parpaillon. Merci Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant le souhait de la commune de mettre en place des actions de prévention, notamment dans le domaine du numérique à destination de la jeunesse,
Attendu que la présente convention d'intervention avec l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie des Pays de la Loire, dont le siège régional est 12 rue de Boileau à Nantes, est représentée par sa directrice régionale, Madame Catherine Loiseleux, définira les conditions de mise en œuvre pour un montant tarifé de 50 € TTC. Vu l'avis favorable de la commission jeunesse du 26 novembre 2020, vu l'avis favorable de la commission des finances du 1er décembre, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention d'intervention entre la commune et l'ANPA pour le montant de 50 € TTC, autorise Monsieur le maire et Madame Fabienne Parpaillon, adjointe au maire, à signer la convention d'intervention de l'ANPA. Donc vous avez la convention qui est jointe. Et en fait, c'est pour toutes les actions qui sont faites par le service jeunesse au niveau des collèges et lycées, notamment dans le domaine du numérique, afin de sensibiliser les jeunes aux risques liés à l'utilisation quotidienne de l'outil Internet, des réseaux sociaux et des jeux vidéo. Donc j'ai moi-même participé à une conférence, c'est vraiment très très intéressant. Merci. Y a-t-il des remarques, des interrogations? Non? Donc je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, je vous en remercie. Donc on passe à la 4e délibération, donc le budget principal, c'est le vote du budget primitif, exercice 2021. Donc je laisse la parole à Arnaud Charpentier. Merci Monsieur le maire. Non. Les réformes imposées par l'État, donc la crise sanitaire, la volonté de maintenir un niveau de service public élevé ainsi que la nécessité de maintenir les finances de la ville en bonne santé sont autant de contraintes qu'il faut appréhender pour préparer un budget. Conforme aux informations qui vous ont été données lors du débat d'orientation budgétaire, donc le 30 novembre dernier, ce budget est différent donc, de ceux votés précédemment dans la mesure où il ne reprend pas ni les résultats reportés, mais je vous le préciserai lors des différents graphiques, ni les restes à réaliser. En effet, en raison du changement du logiciel, il était prévu de faire le BP un peu plus tôt. Donc la synthèse du budget, donc l'équilibre budgétaire de l'année 2021 est proposé à hauteur de 15 995 055 €, dont 11 188 805 € pour la section de fonctionnement et 4 796 250 pour celle d'investissement. Les résultats 2020 ne sont pas intégrés à cet équilibre, comme habituellement lors de vote du BP. En effet, ceux-ci seront repris lors du vote du budget supplémentaire. Voici l'examen détaillé de cette proposition budgétaire. Donc la section de fonctionnement vous sera donc présentée dans un premier temps, puis je reviendrai sur l'investissement. Sur la section de fonctionnement au BP, vous avez donc il n'y a pas d'excédent de fonctionnement reporté bien évidemment. La recette de fonctionnement 11 188 805, soit un total des recettes donc de 11 188 805. Dépenses de fonctionnement 9 523 047 et le virement de la section d'investissement 1 655 758 et on arrive bien à un total de dépenses de 11 188 805. Si on détaille un peu plus les recettes de fonctionnement, donc le chapitre 13, atténuation des charges, donc pour 50 000 €, sont inscrits ici les remboursements sur les charges de personnel en cas d'arrêt maladie, de congé maternité ou paternité, ainsi que les remboursements sur les contrats aidés. La même somme est inscrite tous les ans. Chapitre 42, opérations d'ordre entre sections, donc 103 000 €. On trouve sur ce chapitre des travaux en régie qui ont fait l'objet d'une dépense en fonctionnement qui seront transférés en investissement. Le chapitre 70, produits des services, donc 469 000 €. Donc les crédits investis correspondent aux recettes provenant de l'exploitation des services communaux, théâtre, restaurants scolaires, centres de loisirs. En l'état actuel des choses, donc, du budget 2021 est établi avec une année normale, excepté pour le théâtre. Les incidences financières liées à la crise sanitaire seront, les cas échéants, rectifiées lors du vote du budget supplémentaire ou des décisions modificatives. En ce qui concerne les impôts et les taxes, donc c'est-à-dire le chapitre 73, 8 673 623, ce chapitre comptabilise l'ensemble des produits fiscaux perçus par la collectivité. Donc à partir de 2021, la commune ne percevra plus la taxe d'habitation. Celle-ci sera compensée par la part départementale de la taxe foncière. L'écart entre le produit de la taxe foncière perçu et le montant que la commune aurait perçu avant la réforme sera rectifié par l'application d'un coefficient correcteur. L'augmentation des bases restera bien au profit de la commune. Pour 2021, la variation nominale des bases d'imposition devrait être très faible dans la mesure que celle-ci est calculée en fonction de l'inflation constatée au mois de novembre. Dans le même temps, comme annoncé dans le DOB, les taux d'imposition n'augmentent pas pour la 12e année consécutive. L'attribution de compensation versée par la communauté de communes
reste stable, 2 26 623 €. On retrouve également sur ce chapitre la taxe locale sur la publicité extérieure, des taxes additionnelles au droit des mutations ainsi que la taxe de séjour. Sur le chapitre 74, dotation et participation, donc 1 606 482, donc la dotation globale de fonctionnement, donc DGF, ne nous a pas été notifiée. Globalement, elle sera certainement stable dans la mesure où l'enveloppe liée aux dotations est reconduite par la loi de finances. Les compensations versées en contrepartie des exonérations accordées par l'État diminuent par la commune et percevra donc plus les sommes attribuées pour la taxe d'habitation. En effet, la compensation de la taxe d'habitation sera compensée par le transfert de la charge foncière départementale. Ce montant sera donc remonté sur le chapitre 73, ce que je vous ai présenté juste avant. On retrouve également sur ce chapitre les compensations versées en contrepartie des exonérations accordées par l'État, ainsi que les subventions de fonctionnement et les participations. Sur le chapitre 75, autres produits de gestion, 262 700. Ce chapitre comprend un certain nombre de recettes, donc le forum des services, centre médico-social, espace Richelieu, il y a l'activité de la ville en tant que loueur de bâtiments. Sur le chapitre 76, produits financiers 14 000, donc nous percevons ici les fonds de soutien versés par l'État. Le chapitre 77, produits exceptionnels, donc c'est 10 000, donc concerne des diverses recettes, des annulations de mandats sur exercice antérieur ou les remboursements sur les sinistres. Vous avez ensuite un graphique représentant les recettes de fonctionnement avec donc le BP 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Vous voyez une certaine continuité au fil des années. Les ressources fiscales augmentent, alors effectivement, sur ce point la recette de manière conséquente en raison de la substitution des compensations de la taxe d'habitation imputée sur le chapitre 74 de la part départementale de la taxe foncière imputée sur le chapitre 73. Les dépenses de fonctionnement, cette fois-ci. Excusez-moi. Cette section permet le financement du fonctionnement des services municipaux, l'entretien du patrimoine communal ainsi que le versement des subventions aux associations. Donc vous avez le chapitre 11, charges générales, 2 426 697. Les crédits inscrits à ce chapitre permettent le bon fonctionnement des services communaux. Afin d'optimiser l'efficacité des dépenses de fonctionnement, le travail amorcé ces dernières années se poursuit en concertation avec les chefs de service et les adjoints, toujours avec l'objectif de garder une bonne qualité de service. Vous avez donc ensuite le chapitre 12 qui constitue les frais de personnel pour 5 165 000 €. Donc comme on a pu vous présenter lors du DOB, le montant du budget du personnel devra intégrer, comme les années précédentes, l'évolution du GVT, donc le glissement vieillesse technicité, la poursuite du PPCR, donc parcours professionnel, carrière et rémunération. À ceci, il faut y rajouter les nouvelles mesures, donc la prime de fin de contrat de 10% et la création de 4 postes en parcours emploi compétences. Le chapitre 14, atténuation des produits, donc 17 500. On y retrouve ici le versement de la taxe de séjour au profit du conseil départemental, donc 10%, ainsi que les dégrèvements sur la taxe d'habitation sur le logement vacant. Le chapitre 23, virement à la section d'investissement, donc c'est 1 665 758. Témoin d'une bonne capacité d'autofinancement, ce chapitre permet d'alimenter la section d'investissement et ainsi de financer les opérations à réaliser. Vous avez ensuite deux graphiques à bien interpréter. Le premier, c'est l'évolution du virement à la section d'investissement. Vous voyez effectivement une chute à la fin, mais ce chapitre est en très forte diminution. Le fait de ne pas avoir repris les résultats de l'exercice précédent explique cette baisse. Pour avoir une comparaison fiable en fonction des années, il faut enlever le résultat reporté par les années précédentes et vous avez donc la fiabilité avec le document suivant. Le fléchissement de 2020 était lié à la crise sanitaire. Pour 2021, le budget a été préparé avec des bases traditionnelles. Bien évidemment, personne ne peut prévoir la suite. Chapitre 42, donc opération d'ordre entre sections, donc 332 000 €. On y retrouve ici l'amortissement des matériels ainsi que les dotations aux provisions. Les inscriptions pour les variations des provisions seront inscrites au budget supplémentaire quand nous serons en possession de toutes les informations nécessaires. Chapitre 65, autres charges de gestion, donc 1 71 850. Donc ce chapitre peut sommairement être divisé en trois parties. Vous avez la participation au SDIS, le budget à la MSP, vous avez les subventions aux associations et les indemnités des élus. Le chapitre 66, les intérêts d'emprunt, donc pour 500 000 €, on y retrouve le chapitre des intérêts de la dette. Ceci diminue puisque la dette, effectivement, diminue. La charge exceptionnelle pour le chapitre 67 de 10 000 €, on y retrouve sur ce chapitre notamment les régularisations sur les exercices antérieurs. Vous avez ensuite une représentation graphique des dépenses de fonctionnement. On pourra constater que l'inscription des charges reste globalement stable d'un budget à l'autre.
L'équilibre de la section de fonctionnement peut donc se présenter ainsi. Vous avez donc le BP 2021, avec effectivement le total de dépenses de fonctionnement, on arrive bien à 11 188 805, et on retrouve le total de recettes de fonctionnement identique, avec les différents détails que j'ai pu vous présenter. La section d'investissement, cette fois-ci, sera de l'ordre de 4 796 250. Donc les crédits inscrits permettent la réalisation des aménagements indispensables au bon développement de la commune, ainsi que les achats de gros matériels nécessaires au fonctionnement des services. Vous avez sur le BP donc 2021 donc virement de la section de fonctionnement pour 1 665 758, le budget primitif 3 130 492. On arrive donc à un total de recettes de 4 796 250 et au budget primitif ensuite donc pour les dépenses. Vous avez les recettes d'investissement, donc chapitre 21, virement de la section de fonctionnement, donc pour 1 665 758, il est égal au compte 023 en dépenses de fonctionnement. Le 24, donc les produits de cession, 125 000 €, donc il s'agit de la cession du logement du restaurant scolaire de la Moto-Dame que l'on a passé au conseil municipal dernier. Le chapitre 40, opérations d'ordre entre sections, donc 332 000. On enregistre ici les mêmes montants qu'en dépenses de fonctionnement sur le chapitre 42. Chapitre 10, dotation et excédent, donc 443 000 €. On y retrouve sur ce chapitre 3 postes. Donc le FTVA, donc qui est calculé sur la base des dépenses d'équipement réalisées en 2019, donc l'année N-1, pour un montant de 265 000 €. La taxe d'aménagement pour 50 000 €, donc le montant est modéré en raison de la crise sanitaire. Et les dons et legs pour le kiosque qui s'élèvent à 128 000 €. Les subventions, chapitre 13, donc on arrive à 591 344 €. Alors, organisme, donc il y a la DETR, donc pour l'acquisition du collège Bossier, donc pour 335 190 €. Fondation du patrimoine, réhabilitation du kiosque, 165 000 €, pardon. La communauté de communes, attribution de compensation, donc 34 654. Et le plan de relance du conseil départemental pour l'acquisition de l'espace Vrignot pour 86 500 €, soit un total de 591 344. On retrouve le chapitre 16, les emprunts pour 1 639 148. On inscrit cette somme en emprunt en cette fin d'année car nous ne pouvons pas intégrer les reports de l'année 2020. Cette somme sera annulée au moment du vote du budget supplémentaire. Pardon. Pour mémoire, en 2020, les reports de l'exercice précédent étaient de l'ordre de 2 874 728 et 98 centimes d'inscription supplémentaire. Donc les recettes d'investissement, effectivement, vous avez la représentation graphique. Vous voyez qu'on a effectivement un virement en 0,21 qui est inférieur à ce que l'on avait les années passées. Mais comme je viens de vous l'expliquer, vous avez un petit bâton bleu qui correspond à l'emprunt, qui est pour faire la transition. Là encore, dans la mesure où le budget n'est pas voté dans les mêmes conditions que les années précédentes, la comparaison n'est pas appropriée, avec un résultat aujourd'hui estimé à 1 950 000 €. Le tableau aurait été le suivant, et vous avez donc ainsi la représentation. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, cette fois-ci, donc vous avez les opérations d'ordre entre sections pour 103 000 €. Cette somme correspond aux travaux en régie et aux amortissements des subventions d'équipement. Le remboursement des emprunts pour 1 152 000 €. Cette somme correspond donc effectivement au remboursement du capital. Vous avez ensuite le chapitre 20 pour les dépenses d'équipement pour 3 541 250. Donc là, vous avez tout le détail des différents points, effectivement, je vous laisse le lire, mais pour la somme de plus de 3 millions d'euros. Ces dépenses sont votées par opération, donc le détail est ainsi le suivant. Donc vous avez donc la modernisation des ateliers, la modernisation des espaces verts pour 14 500, les locaux équipements scolaires, vous avez l'amélioration de l'équipement urbain pour 568 300, les terrains de sport pour 104 000, la voirie pour un peu plus d'1 million d'euros, l'habitat 20 000, ADAP accessibilité pour les bâtiments, la construction de l'école du centre, donc 850 000 €, ou encore le bâtiment Vrignot, 708 000 €, et on arrive bien aux 3 541 250. L'équilibre de la section d'investissement peut donc se présenter ainsi. Vous avez donc au BP donc les investissements, les dépenses d'investissement et les recettes d'investissement, et on arrive bien à 4 796 250. Voilà, merci Arnaud pour cette présentation donc dans les grandes lignes du budget primitif. Comme vous le voyez, donc un budget intéressant pour cette année qui va nous permettre effectivement de commencer à bien mettre en place notre projet de mandat,
Et puis, surtout, comme on l'a précisé, sans augmentation d'impôts, ce qui est une bonne chose. Alors bien sûr, il faut considérer que sur ce budget primitif, comme le compte administratif n'est pas passé, effectivement, les transferts n'ont pas été faits, mais ils le seront bientôt, donc lorsqu'on passera le compte administratif. Avez-vous des remarques, des suggestions à faire sur ce budget primitif? Oui, monsieur le maire, merci. Pardon, oui. Concernant la page 4, les impôts et taxes, vous annoncez 8 600 000. Je suis assez surpris parce qu'en 2020, on avait mis 8 millions 100. Ça fait 500 000 euros de plus pour cette année, enfin pour 2021. Oui. Mais c'est des évolutions, hein. Ah, Pardon ? Ça fait beaucoup quand même. Oui, ça fait beaucoup. Ben, c'est bien, tant mieux pour la ville. Ça nous fait des recettes supplémentaires. Parce que d'habitude, donc on ne va pas s'en plaindre. Ouais, non, mais c'est que d'habitude en glissement, on a plutôt 100 000 ou 150 000 euros. Et là, Pardon ? En glissement habituel, on a plutôt 100 000 euros d'écart. Et là, on se retrouve avec 500 000 euros d'écart. C'est pour ça que j'étais surpris. Ouais, ben c'est ça. Ben, ce sont des données. Oui, pardon ? Oui, puis on a des compensations qui viennent s'ajouter également. Hein, donc voilà. Mais il n'y a pas de lézard. Il n'y a pas de doute. Ensuite. Okay. Et concernant la page 13, les subventions, la DETR sous le Beausire. Oui. Vous annoncez 305 000, mais au début c'était 305 000 parce qu'on achetait le Beausire 1 17 000 euros. Et on garde toujours le montant de 305 000 en achetant le Beausire moins cher. Je suis surpris. Attendez. La DETR sur le Beausire. Oui. Vous annoncez 305 000 euros. Oui. Or, ces 305 000 à l'origine, c'était pour un achat du Beausire à 1 17 000. 1 17 000, oui. Et maintenant, on l'achète bien 770 000. C'est pour ça que je suis surpris que le montant reste le même, je ne sais pas. Puisqu'à la base, c'était un pourcentage. Acquisition du Beausire, donc nous, on est à 850 000 euros. Ouais. Et la DETR, vous avez remis 305 000. Oui. Alors que le montant d'achat ayant baissé, on a toujours 305 000 de DETR. Puisque c'était un pourcentage à l'origine de 30%. Oui. Je suis surpris qu'on ait encore 305 000. De DETR ? Oui. Bah oui, mais c'est ce qu'on va percevoir cette année, oui. D'accord ? Alors que le montant d'achat du Beausire a diminué. Bah non, il a toujours été celui-ci. Ben non, à l'origine, justement, il était marqué 1 17 000 quand M. Perrier l'avait présenté en délibération. Nous, on est sur 850, en tout cas. Non, c'est pour ça que je vous demande. Non, mais on va pas s'en plaindre non plus. Non, mais tout à fait. Non, mais j'étais surpris qu'on garde le même montant. Quelques centaines de milliers d'euros, donc voilà, c'est très bien. Au lieu d'1 100 000, on est à 850. Voilà. Ensuite, autre question. Dernière question concernant le kiosque. L'autre jour au DOB, vous nous avez dit qu'il pouvait y avoir des travaux supplémentaires pour le kiosque. Qu'en est-il ? Alors pour le kiosque, aujourd'hui, donc on a reçu l'architecte, hein, Madame Jaunet. On a bien étudié le dossier avec elle. Et en fait, elle est en train d'étudier la sonorisation du kiosque. Je regarde, Stéphanie, elle est là. Elle est en train de faire une étude acoustique sur le kiosque, à savoir si effectivement il y a une rentabilité ou pas de mettre en place un parquet. Et pendant ce temps, bien évidemment, on continue de travailler, nous, hein, parce qu'on recherche des financements. Et bonne nouvelle, j'ai appris encore ce matin qu'on pouvait avoir une dotation de 20% du département. Merci Arnaud, hein, concernant le kiosque, qui va nous permettre effectivement de vraiment rentrer maintenant dans une opération qui va être fort intéressante pour la ville, même si on devait y mettre ce parquet. Mais pour l'instant, je n'ai pas le retour de l'architecte concernant effectivement la faisabilité, puis surtout l'utilité d'avoir ce parquet ou pas. Hein. On attend les dernières études. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que avec ou sans parquet, on aura encore 20% supplémentaire donc, de financement sur ce kiosque. Autre question ? C'est tout, merci. De même que là, vous avez pu voir, hein, parce que puisqu'on parle effectivement d'intéressement concernant la DETR, tout à l'heure, on va passer donc une subvention, une délibération supplémentaire concernant l'aide justement pour l'acquisition de Vrignot. Donc c'est encore du bonus pour la collectivité et on est là pour travailler en ce sens, faire en sorte qu'effectivement on puisse honorer donc nos projets tout en étant précautionneux des finances de la ville. Y a-t-il d'autres interrogations ?
Non. Pas de remarques particulières sur ce budget primitif. Eh bien, écoutez, on va le soumettre à votre vote. Alors, Arnaud, tu lis juste la fin de la délibération. Oui. Donc approuve le budget primitif équilibré au niveau du chapitre donc pour les sections de fonctionnement et d'investissement. Donc arrêtez comme suit les montants donc inscrits au budget primitif assainissement. Pardon, non, j'ai tourné trop vite. J'étais celle d'avant, pardon. Donc approuve, donc effectivement, arrête comme suit les montants à inscrire au budget primitif, budget principal 2021. Donc total de la section de fonctionnement 11 millions pour les dépenses, donc 11 188 805. Pour les recettes, 11 188 805. Et pour la section d'investissement, un total de la section d'investissement de 4 796 250 pour les dépenses et les recettes identiques à 4 796 250. Bien, donc je le soumets à votre vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc 5 abstentions. Je vous en remercie. Alors maintenant, budget annexe assainissement, vote du budget primitif, exercice 2021. Je redonne la parole à Arnaud Charpentier. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, le budget d'assainissement s'équilibre à hauteur de 516 000 € en fonctionnement et 1 051 000 en investissement. Donc en investissement sont prévus pour cette année donc les études pour la construction de la nouvelle station d'épuration, les travaux avenue Michel Rambaud ainsi que la voie d'accès à la future station d'épuration. En recettes d'investissement, on retrouve le prélèvement ainsi que les amortissements. En fonctionnement, l'encaissement des redevances assainissement permettant un virement à la section d'investissement de 167 900. Vous avez donc ici donc, les dépenses de fonctionnement, donc au PP 2021. Donc le total de dépenses de fonctionnement est de 516 000 €. Les recettes de fonctionnement, donc on retrouve effectivement opération d'ordre entre section 21 000, vente prestations, donc c'est 495 000, donc on arrive donc à 516 000. Et vous avez au dos les dépenses donc d'investissement, donc pour 1 051 000 et les recettes d'investissement qui arrivent et qui équilibrent ainsi ce budget. Bien, donc forcément, budget annexe, budget à l'équilibre. Avez-vous des remarques particulières ? Juste une remarque, je suis désolé. Oui. On revient sur le DETR, on a vérifié. C'est bien 30% de 1 17 000. Donc les 305 000 € ne correspondent pas à... D'accord. Si on achète bien 750 000 € ou 850 000 € plutôt, très bien. Non, mais ça correspond la subvention ne correspondrait pas en tout cas. Il y a un autre calcul à faire. C'est pour ça qu'on s'est abstenu. Il y a un problème dans le DETR, ouais, ça c'est sûr. Merci de votre remarque. Très bien. Oui, non, mais c'est pas grave. Ensuite, donc, il faut lire la délibération. Vas-y, ouais, tu lis la délibération. Donc, approuve le budget primitif équilibré donc, au niveau du chapitre de section d'investissement et de fonctionnement. Donc, comme suit les montants inscrits, donc, total de section d'exploitation, donc 516 000 € en section de fonctionnement, donc en dépenses et en recettes. Et la section d'investissement, donc en dépenses et en recettes, 1 051 000 €. Très bien, merci. Donc, on soumet à votre vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour ce budget annexe pour l'assainissement. Ensuite, délibération suivante, budget annexe, délibération numéro 6, concernant la maison de santé pluriprofessionnelle. Donc, je laisse la parole pour le budget primitif 2021 à Arnaud Charpentier. Merci, monsieur le maire. Donc, le budget de la MSP s'équilibre à hauteur de 142 900 € en fonctionnement et 85 000 en investissement. Donc, en recette, nous percevons les loyers des professionnels. Donc, la participation au budget principal est prévue à hauteur de 33 450 €. Vous avez ainsi tout le détail, donc avec les dépenses de fonctionnement, avec le 011, le 023, le 042 opération d'ordre. Vous avez un total donc, de fonctionnement de 142 950 €. Les recettes donc, qui arrivent à 142 950 €. Et vous avez ensuite les dépenses d'investissement avec le remboursement par exemple de l'emprunt à 35 500 € pour 85 000 € au total. Et les recettes d'investissement sont identiques. Très bien. Avez-vous des remarques concernant le budget de la maison de santé pluriprofessionnelle ? Pas de remarques particulières ? Donc Très bien.
Pardon ? Donc, non, mais c'était pour lire. Oui, vas-y, Arnaud. Donc la délibération, donc approuver le budget primitif équilibré, donc au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d'investissement. Donc arrêter comme suit les montants à inscrire. Donc une section de fonctionnement, donc 142 950 € en dépenses et en recettes, et une section d'investissement pour 85 000 € en dépenses et en recettes. Très bien. On va le soumettre à votre vote, sachant que Denis Lesage ne prend pas part au vote. Voilà, concernant cette délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous en remercie. Donc, unanimité, sauf Denis Lesage qui ne prend pas part au vote. Ensuite, 7e délibération, donc budget principal, le vote des taux, exercice 2021. La parole est à Arnaud Charpentier. Merci, monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, donc vu l'article modifiant l'ordonnance donc de 1912 donc du 18 décembre 2003 donc relatif aux recettes fiscales sur la section de fonctionnement, donc vu le Code général des impôts, donc considérant qu'il convient de voter des taux d'imposition sur les taux directs, des taxes directes locales pour l'année 2021, donc considérant qu'il est proposé de ne pas augmenter les taux, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc fixe les taux d'imposition sur les taxes foncières bâties à 26,87% et pour le taxe foncière non bâtie à 68,59%. Très bien. Des remarques sur les taux d'imposition ? Non ? Ben, on va s'en féliciter une fois de plus. Ça fait 12 ans maintenant qu'on n'a pas augmenté les impôts sur la commune. Et puis les DETR, on va se targuer du fait qu'on bénéficie de plus de DETR qu'on ne pourrait y prétendre. Tout ça, c'est vraiment très très bon pour notre commune. Qui est donc contre cette proposition du taux des votes d'imposition ? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Alors, dans ce qui concerne le budget principal, donc 8e délibération, nous allons délibérer sur une participation versée sur le budget de la maison de santé pluriprofessionnelle. Arnaud Charpentier. Merci, monsieur le maire. Donc effectivement, vu le code général, vu les crédits inscrits sur le budget principal de la commune, sur le compte donc 657 323, vu les subventions donc, aux services à caractère administratif, donc vu le budget annexe de la maison de santé, donc ayant entendu l'exposé de son rapporteur, donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une participation du budget principal donc, vers le budget annexe maison de santé pluriprofessionnelle numéro 221 pour un montant de 12 200 € pour l'exercice 2020. Voilà, donc c'est effectivement une ligne budgétaire qu'on transfère sur ce budget. Avez-vous des remarques? Oui. Comment s'explique cette valeur de 12 200 €, s'il vous plaît? C'est très facile. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a donc un cabinet qui n'est pas occupé. Et puis surtout, on permet quand même à nos médecins de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Il y a eu des travaux, il y a eu la fibre, il y a eu pas mal de travaux donc, de mise aux normes qui ont été faites. Et on va continuer encore cette année à investir sur la maison de santé pluriprofessionnelle. Donc effectivement, des dépenses. Et si on veut effectivement pouvoir conserver des médecins dans des conditions idéales de travail, il ne faut pas pour autant augmenter trop considérablement les loyers. Je regrette, on a failli avoir une bonne prise là dernièrement, mais ça n'a pas été possible. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont très, très exigeants, malheureusement. Mais on ne désespère pas de faire venir des médecins. En tout cas, si ce n'est pas sur Luçon, on fait tout pour qu'ils soient dans notre pays de Luçon, en tout cas, dans le bassin de vie. Voilà. Autre question ? Pas d'autres questions, merci. Donc je le soumets à votre vote, qui est concernant donc ce transfert de 12 200 € donc pour le budget de la maison de santé pluriprofessionnelle, qui est Denis Lesage ne participe pas non plus à ce vote également sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc je vous remercie à l'unanimité, moins le vote de Denis Lesage. 9e délibération, acompte de subventions aux associations. La parole est à Arnaud Charpentier.
Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, vu le code général des collectivités territoriales, donc, monsieur le maire a été saisi par la responsable d'association sollicitant un acompte pour l'année 2021. Il est donc proposé d'attribuer un acompte aux associations suivantes, donc 22 000 € au campus, 20 000 € au Luçon Football Club, 10 000 € au Luçon Basket Club, 2 000 € au Tennis Club Luçonnais, 3 000 € au Vélo Club Luçonnais, et d'attribuer un acompte de subvention pour l'exercice 2021 de 150 000 € au CCAS. Et bien évidemment, l'ensemble des crédits sont inscrits au budget primitif 2021. Très bien. Des remarques, des suggestions concernant cette délibération? Bon, c'est traditionnel, hein, tous les ans. Non. Donc je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Donc votez à l'unanimité. Subvention pour la restauration du patrimoine. Je cède la parole à Géraldine Libessart. Donc c'est une subvention pour la restauration. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 1er décembre 2020, après avoir entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde la subvention suivante. Donc dit que les crédits inscrits sur le compte 20 422 du budget principal autorisent monsieur le maire ou moi-même à signer tout document à venir se rapportant à cette affaire. Très bien, merci Géraldine. Donc pareil, subvention classique, hein, restauration du patrimoine. Donc là c'est une restauration de toiture. Je le soumets à votre vote. Avez-vous d'abord des remarques? Non. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc votez à l'unanimité, je vous en remercie. 11e délibération. Bilan annuel des acquisitions et des cessions immobilières. Donc, je cède la parole à Arnaud Charpentier. Quelque chose aussi de récurrent. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, donc là, le bilan des acquisitions et cessions opérées donc, sur le territoire de la commune donc de plus de 2000 habitants, par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à cette délibération. Donc effectivement, présentation à la commission des finances. Donc vous avez en dessous les acquisitions avec 3 parcelles. Donc effectivement, la F219, la F218 et F220 effectivement. Avec les différentes présentations, vous avez l'acte, le prix et les dates de mandat. Et il n'y a pas eu de cession. Très bien. Donc il n'y a pas de vote là, je crois que c'est juste une constatation. Hein. On constate simplement. Par contre, avez-vous des remarques concernant ces sessions? Oui. Oui, 2 petites remarques. Et acquisition, pardon. Oui. Le tableau est bizarrement fait, entre guillemets, puisque la parcelle F219 apparaît 2 fois, même surface. Donc, je pense qu'il manque une explication pour qu'on comprenne pourquoi il y a 3 250 € hors taxe pour une parcelle et la même parcelle est à 476 €. Donc c'est certainement des frais supplémentaires. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ce sont des frais. Hein, de frais inhérents effectivement à l'acquisition. Donc il y a eu demande de fait, tout simplement. D'accord, je pense qu'il manquerait peut-être une colonne pour expliquer ou détailler en tout cas à quoi ça correspond. On l'a deviné, mais bon, je pense que ce serait plus visible. L'autre question, c'est donc l'acquisition va nous servir à quoi? Qu'est-ce qu'on vous pensez y mettre sur ces parcelles-là qui sont juste à côté du terrain stabilisé, si je ne me trompe pas? Non, mais comme on est sur du L, là, donc voilà, c'est intéressant d'avoir quand même ces parcelles pour éventuellement des projets futurs. Un terrain synthétique, par exemple, de foot? Ouais, parce que c'est pile poil à côté du terrain stabilisé. Non. Donc d'autres projets, là? Voilà, exactement. D'accord, c'est un petit secret? Voilà. D'accord. Des petits secrets qu'on va conserver devers nous. On va chercher, on va trouver. Donc je vous demande de prendre acte effectivement donc de ces acquisitions et que des acquisitions parce qu'il n'y a pas eu de cession cette année. Reconduction du fonds de soutien, donc c'est la 12e délibération. Je laisse la parole à Arnaud Charpentier.
Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, c'est une délibération que l'on reprend régulièrement. Donc la commune de Luçon, en effet, a déposé un dossier en date du 29 avril 2015 auprès du représentant de l'État, une demande d'aide du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi de finances initiale pour 2014 en faveur des collectivités territoriales. Cette demande est faite pour l'emprunt intitulé 87 08 00 34 et l'objectif c'est de décider d'une reconduction donc, de ce dispositif dérogatoire pour une nouvelle période de 3 ans pour le prêt suivant. Voilà, c'est une délibération qu'on refait passer. Très bien, donc oui, effectivement, hein, c'est le fonds de soutien, effectivement, parce que bon, c'est un emprunt, malheureusement, on dit toxique, hein, et par rapport à ces emprunts, vous savez que l'État maintenant peut venir en soutien, effectivement, si à un moment donné, les taux venaient à croître d'une manière un petit peu trop exponentielle. Voilà, tout simplement, donc on reconduit effectivement le dispositif hein, auprès donc, de nos instances. Avez-vous des remarques? Non, juste une inquiétude hein, par rapport à cet emprunt toxique, c'est sûr. Oui, bah, toujours une inquiétude, oui, on l'a tous, hein, de toute façon. Hein. Donc il nous reste encore un capital donc, restant dû d'1 200 000 euros, 250 000 euros encore, hein, donc, sur cet emprunt, effectivement. Donc on est vigilant. Je le soumets à votre vote. Qui est contre, qui s'abstient, et je vous en remercie. Vente d'un logement donc de la Motodame parcelle AS 610. Je laisse la parole à Madame Yveline Thibault qui avait fait les démarches en ce sens. Merci Monsieur le maire. Donc oui, la commune est propriétaire d'un logement situé sur la parcelle cadastrée section AS numéro 610 au 79 chemin de la Motodame à Luçon sur une superficie de 525 mètres carrés où exerce le docteur Le Gallet. Et jusque-là, donc, il était locataire. Nous avons fait une évaluation au niveau du domaine qui a été rendue le 17 septembre 2020. Et donc, suite au courrier du 20 novembre de Dr Le Gallet, dans lequel il précise son souhait d'acquérir donc ce bien, voilà, c'est ça, pour un montant de 125 000 euros net vendeur. Donc, considérant que la municipalité souhaite vendre ce bien, et vu l'avis favorable de la Commission des finances du 1er décembre 2020, ayant entendu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve que la cession du logement situé donc, sur la parcelle, je ne renomme pas, d'accord, 79 chemin de la Motodame, pour la superficie de 525 mètres carrés, pour un montant de 125 000 euros, vendeur au profit du docteur Christophe Le Gallet, demeurant 5 sentiers du Couvent, 17 225 Rogatien, sous condition d'obtention, bien sûr, par ce dernier du plan de financement auprès de sa banque. Et autorise Monsieur le maire ou moi-même, adjointe au maire, à signer tous les documents et tous les actes liés à ce dossier. Donc voilà. Très bien. Avez-vous des remarques? Oui. Oui, on avait échangé à ce propos en commission de finances, de mémoire, je crois. Hein. Une inquiétude encore, on est en manque de médecins, toujours, hein, on a pas mal de patients. Je ne sais pas d'ailleurs où en est le décompte des patients sans médecin à Luçon, je ne sais pas si vous avez continué à décompter ou pas. L'objectif étant quand même de recruter des médecins. Là, je vous ai demandé, vous m'avez répondu un petit mot que c'était l'une des rares maisons, en tout cas où on pourrait y mettre un praticien. Ma question, si on avait à accepter un médecin dans la maison Esculap, combien on lui demanderait? À peu près, je ne sais pas. Parce que, entre trouver une maison avec un loyer, parce que ça va être délicat, j'imagine, l'objectif c'est de faciliter l'arrivée d'un médecin. J'essaie d'être plus clair si vous voulez. Là, le docteur Le Gallet, il ne veut pas aller à la maison Esculap, c'est son droit, c'est son choix, il n'y a aucun problème. Ma question est, combien on demanderait un médecin pour aller à la maison Esculap pour remplir le 9e cabinet? Parce que plus il y aura de médecins, moins on aura abondé dans les finances de la maison Esculap. Ma question est toute simple. Hein. Je ne sais pas, est-ce que vous savez combien on demanderait un médecin pour intégrer la maison Esculap? De toute façon, là, il y a un loyer à la maison Esculap, hein, c'est 550 euros par mois donc, de loyer. Voilà. Après, ils ont actuellement à la maison Esculap, donc les médecins ont ce loyer, donc ils reversent à la collectivité. Après, par contre, ils ont des charges derrière qui sont assez inhérentes parce qu'ils ont les logiciels qui sont à leur charge, ils ont toute la téléphonie, enfin une partie.
Le secrétariat, pardon, oui, parce que la téléphonie, c'est nous. Ils ont le secrétariat, ils ont effectivement surtout tous les logiciels informatiques. Hein. Bon, je ne vais pas vous donner la somme ici parce que ça reste privé, mais c'est vrai qu'ils ont quand même des charges assez lourdes tous les mois concernant donc ce site, quoi. Voilà, ça c'est certain. Par contre, le loyer de la collectivité, c'est 550 € donc pour les médecins. Maintenant, si demain, effectivement, des médecins venaient à arriver, et on l'espère fortement, bien évidemment, déjà, on fera en sorte qu'ils puissent aller sur la maison Esculap pour remplir le dernier cabinet. Et après, on a également une belle opportunité pour installer des médecins sur Luçon. Il n'y a aucun problème là-dessus, même, je dirais, quasiment à titre gratuit. Donc, ce serait quand même une bonne opportunité. D'accord, titre gratuit, super. Donc, ouais, ça pourrait être bien, ouais. Voilà. Je vous en dirai pas plus. Hein. Ça reste encore un secret. D'accord. On travaille. Hein. Bien. Alors, je soumets à votre vote, effectivement, la cession de ce logement. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. 14e délibération, l'acquisition de l'ensemble immobilier, donc DNL Richelieu, demande de subvention DETR. Je laisse la parole à Arnaud Charpentier. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, cette délibération, donc, on avait déjà présenté la dernière fois une subvention, un document similaire avec l'aide du conseil départemental, donc pour 86 508. Et bien là, on vous propose d'ajouter la DETR avec une demande donc à 192 900 €, ce qui permettrait d'avoir un autofinancement qui redescendrait à 57% des 643 000 €. Voilà. Très bien. Bonne nouvelle. Avez-vous des remarques concernant cette nouvelle délibération? Non, c'est bon. Donc je vous en remercie. Donc 47% de financement autre, c'est pas mal sur ce projet. 43%, je crois. 43% et 57% pour la ville. 43%. J'ai dit 47? Non, c'est 43 pour nous et 57 pour la ville, bien sûr. Alors, je soumets à votre vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous en remercie. Convention avec Orange pour les travaux d'enfouissement rue des Carrières, tranche numéro 2. Je cède la parole à Denis Lesage. Merci, monsieur le maire. Il s'agit d'une convention pour l'effacement des réseaux, donc Orange, sur la tranche 2 de la rue des Carrières. Vous avez suivi les travaux d'effacement des réseaux de cette très grande rue des Carrières qui part de l'allée Saint-François jusqu'à la route de la déchetterie. Là, il s'agit d'une convention avec Orange sur une petite partie de cette rue. Donc, je vais vous la lire. Monsieur le maire indique que lorsque le réseau de communication électronique existant est établi à 100% sur des appuis propriété d'Orange, c'est à la collectivité de prendre en charge la mise en place des câbles dans les fourreaux posés par le SIDEV. A contrario, lorsque le réseau de communication électronique existant n'est pas totalement sur des appuis propriété d'Orange, en d'autres termes sur appui Enedis, c'est Orange qui prend en charge la mise en place des câbles dans les fourreaux posés par le SIDEV. Dans le cadre des travaux d'enfouissement de la rue des Carrières pour la tranche numéro 2, qui est la partie en fait entre l'impasse des Carrières et le boulevard Felipon, pour ceux qui souhaiteraient ce niveau de détail. Donc cet enfouissement est lié au déploiement de la fibre de la FTTH, donc qui est en cours sur la ville de Luçon. Donc la mise en souterrain des équipements de communication électronique qui doit faire l'objet d'une convention, d'une convention entre la ville de Luçon et Orange. L'estimation des travaux s'élève à 5 440 € hors taxe. Vu l'avis favorable de la commission urbanisme et développement durable du 25 novembre, vu l'avis favorable de la commission des finances du 1er décembre, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation communale de 5 440 € relative à la prise en charge des travaux d'enfouissement. Très bien. Il y a la convention qui est annexée concernant ce dossier. Donc, avez-vous des questions? Non? Très bien, je soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie.
Donc la 16e délibération, c'est le rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau pour l'exercice 2019. Je laisse la parole à Denis Lesage. Merci Monsieur le maire. Donc, il s'agit d'un rapport réglementaire d'information des usagers du service de l'eau potable, donc dit rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau potable pour son exercice 2019. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée qu'en application du Code général des collectivités territoriales, il est nécessaire de présenter un rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Suivant la compétence de chaque structure intercommunale, la compétence de ce service est répartie entre différentes structures. Le président de Vendéo, donc Vendéo qui est le syndicat départemental en charge de l'eau potable en Vendée, le président de Vendéo donc établit un rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable, exercice 2019. Ce document est mis à la disposition du public en mairie de Luçon. Vu le rapport commenté aux membres de la commission urbanisme du 25 novembre et aux membres de la commission finances du 1er décembre, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal prend connaissance donc, de la synthèse du rapport du président sur le prix et la qualité du service de l'eau potable établi par Vendéo pour l'exercice 2019. Alors, vous avez la synthèse de ce rapport qui est en annexe de la convocation du conseil. Le rapport en lui-même, il est disponible sur le site de Vendéo. C'est un rapport qui, en lui-même, fait 70 pages, mais avec les annexes, il fait 320 pages. C'est pour ça qu'il n'est pas annexé au document du conseil municipal, mais vous pouvez y accéder sans difficulté sur le site internet de Vendéo. À la demande de Monsieur le maire, je vais vous communiquer quelques informations principales de ce rapport sur le prix et la qualité de l'eau. Tout d'abord, on va commencer par la qualité. L'origine de l'eau donc, est sur la Vendée à 89% de l'eau de surface, donc de barrage. Cependant, pour Luçon, on fait partie des 11% des abonnés donc, qui sont alimentés par une eau souterraine. L'eau souterraine étant celle du captage de Sainte-Germaine qui est au nord de la commune. En termes de conformité pour l'exercice 2019, l'eau potable distribuée à l'échelle du département est à 99,8% conforme au niveau microbiologique et 99,6% conforme en termes de paramètres physico-chimiques. Donc une eau d'une très grande conformité. Ce qu'on peut dire également sur sa qualité, c'est pour Luçon sa douceur depuis quelques années, depuis l'année 2019, année pendant laquelle a été mis en service le nouveau traitement donc, de décarbonatation. Et pour information, j'ai relevé un chiffre, c'est celui de la dureté totale, donc le taux de calcaire quelque part, c'est ce qu'on appelle le TH. La dureté totale avant traitement, donc avant 2019, était de 38 degrés français et le taux de dureté totale après traitement, donc après mise en service du traitement, était de 16 degrés français. Donc vous voyez, plus de la moitié. Et notamment Vendéo indique que avec cette décarbonatation, avec cette nouvelle qualité d'eau, il n'est plus nécessaire d'utiliser à son domicile un adoucisseur, bien sûr pour l'eau de boisson, mais surtout pour les autres usages. Après, les Luçonnais peuvent laisser un adoucisseur en service s'ils souhaitent encore une eau encore plus douce, mais avec une dureté de 16 degrés français, il n'y a plus de problème particulier avec les chauffe-eau et autres appareils électroménagers. Si l'on passe sur les aspects du prix, le prix de l'eau donc sur la Vendée est un prix unique, c'est le bénéfice du syndicat départemental, et bien évidemment la mise en place du traitement pour la ville de Luçon en 2019 n'a pas généré d'augmentation de prix. C'est la péréquation départementale qui a permis d'absorber le coût de construction du traitement. Donc le prix est de 2,20 € TTC au mètre cube, soit 264 € pour une facture de 120 mètres cubes, qui est la facture statistique. Et en information complémentaire, sur le secteur de Vendéo qui nous concerne et sur lequel nous sommes adhérents, c'est le secteur Plaine-et-Graon, donc qui regroupe 41 communes autour de nous, de l'Aiguillon à l'est de Luçon. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Merci pour ces précisions. Oui, avez-vous des remarques concernant ce rapport ou des suggestions? Non, je trouvais le rapport très succinct, mais c'est clair que j'ai trouvé ensuite les réponses à mes questions. Donc tant mieux pour nous, hein, pour la qualité de l'eau, ça c'est sûr. Pas de questions, pas de remarques particulières. J'étais un petit peu surpris par la perte d'eau, entre guillemets, 1 mètre cube par kilomètre par jour. Je crois que c'est 1,05 de mémoire. Mais après recherche, à Nantes, ils sont à 6 mètres cubes par jour, donc on est 6 fois moins, donc c'est clair que... C'est un excellent ILP, 1,05. Ah non, tout à fait. C'est un excellent ILP, surtout pour un réseau rural comme celui de la Vendée. C'est pour ça qu'au début, je pensais qu'on aurait eu des soucis de perte d'eau, mais en fin de compte, au contraire. C'est le contraire. Très bien. Avez-vous d'autres suggestions? Non? Bien, écoutez, je vous demande... donc, on a pris connaissance, effectivement, de la synthèse du rapport. Hein, et je remercie Denis pour avoir fait cet exercice. Très bien. 17e délibération. Donc, maintenant, c'est l'adoption de la charte d'usage des moyens informatiques et des télécommunications de la ville de Luçon. Je laisse la parole à Christian Grimaud. Merci, monsieur le maire. Donc, cette charte d'usage des moyens informatiques et des communications remplace celle qui est déjà en place depuis 2004. Donc, c'est une remise à jour, une révision de cette charte par rapport à l'évolution du règlement général de protection des données, le RGPD. Cette charte permet d'assurer une protection en fait au niveau des agents qui utilisent les moyens informatiques et télécommunications, ainsi que également la protection au niveau de la collectivité par rapport à cette utilisation par les agents. La charte donc informatique formalise ainsi les règles légales et de sécurité relatives à l'utilisation du système d'information et de communication de la commune de Luçon. La présente charte s'inscrit dans une demande d'information, de sensibilisation, de responsabilisation des utilisateurs, des moyens de communication électroniques et du système d'information de la commune. Vu l'avis du comité technique en date du 7 décembre 2020, vu l'avis favorable de la commission des finances du 1er décembre 2020, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la charte d'usage des moyens informatiques et télécommunications de la ville de Luçon. Donc en annexe 10, vous avez la charte qui vous a été communiquée. Merci Christian. Avez-vous des remarques concernant cette charte? Non. Je vous en remercie. Donc on vous demande de l'adopter. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc votez à l'unanimité. Merci. 18e délibération, mise à jour du tableau des effectifs au 31 décembre 2020. Bon, on n'y est pas tout à fait, mais on va y arriver. Merci monsieur le maire. Donc voilà, c'est le tableau qui est voté chaque année pour remettre à jour le tableau des effectifs pour le 31 décembre de l'année en cours, donc 2020 cette année. Il fait suite aux différentes délibérations qui ont eu lieu en juin 2020, juillet 2020 et 3 novembre, et qui ont apporté les différentes remises à jour pour les différents postes qui ont été créés ou qui ont été supprimés suite à des changements de grade, avancement de mutation d'agents, détachement d'agents, nomination donc à un concours, à l'examen, et des créations de postes. Donc en fait, c'est une mise à jour de ce tableau d'effectifs. Donc là, vous avez le détail des différentes délibérations qui ont eu lieu en cours d'année. Donc le tableau des effectifs annexé tient compte, vous avez un tableau qui a été annexé, qui tient compte de cette modification. Vu l'avis favorable de la commission des finances donc du 1er décembre 2020, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'arrêter le tableau des effectifs de la commune de Luçon au 31 décembre 2020. Bien, je pense que vous avez pris connaissance du tableau des effectifs qui est en annexe. Avez-vous des remarques sur les effectifs? Non. Très bien, écoutez, je soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
voté à l'unanimité. La 19e délibération, participation employeur à la protection sociale complémentaire santé au titre de la prévoyance. Donc le maintien de salaire. Christian Grimaud. Donc, merci Monsieur le maire. Donc, il s'agit de cette participation de la collectivité à cette protection sociale complémentaire qui permet de couvrir le maintien des salaires au niveau des agents. Donc, cette participation de la collectivité était jusqu'à maintenant d'un montant de 5 €. Donc, il a été décidé de passer ce montant à 10 € pour tous les agents qui peuvent en bénéficier, qui sont à temps complet, à compter donc du 1er janvier 2021. Donc, vu l'avis du comité technique en date du 7 décembre 2020, de la commission des finances du 1er décembre 2020, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de poursuivre la participation à compter du 1er janvier 2021 dans le cadre de la procédure dite de labellisation à la couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents, de verser une participation mensuelle de 10 € bruts à tout agent, proratisé en fonction du temps de travail, pouvant justifier d'un certificat d'adhésion à une garantie prévoyance labellisée. Autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer les documents et pièces relatifs à ce dossier. Donc en fait, c'est un plus qu'on a apporté aux différents agents de 5 € par mois, à ce qui représente quand même 60 € par année, ce qui n'est pas négligeable. Donc c'est un plus qu'on a apporté, qu'on a souhaité mettre à la disposition et au bénéfice de nos agents. Tout à fait. Bien, avez-vous des remarques concernant cette délibération qui va permettre aux agents de bénéficier effectivement donc de ce versement mensuel? Non, pas de remarques particulières. Merci. Donc je vous le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité. Merci pour les agents. 20e délibération, la LDG, donc ligne directrice de gestion, ressources humaines. Je laisse la parole à Christian Grimaud. Merci, monsieur le maire. Donc, ligne directrice de gestion ressources humaines. La loi de transformation de la fonction publique de 2019 a imposé aux différentes collectivités de revoir les moyens de gestion des ressources humaines. Donc il a fallu trouver un outil administratif de gestion qui s'est concrétisé par un document qui a été demandé d'être établi par chaque collectivité. Un document qui fait un petit peu le bilan et l'état des lieux de différentes collectivités sur ces personnels, sur les différentes filières et les différents métiers qui peuvent être exercés au sein de la collectivité dans les différents services. Alors cette ligne de gestion permet de pouvoir travailler pour mieux gérer bien sûr les ressources humaines, tant au niveau de l'accessibilité au concours, de la mobilité, au niveau des changements de grade, qui va nous permettre de pouvoir, donc, avec des critères qui ont été définis avec les différentes représentants du personnel. Car on a travaillé en amont avec les représentants du personnel avant de passer en comité technique, ce qui nous a permis de définir des critères qui soient fiables et qui soient compréhensibles par tout le monde. Donc, considérant que les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée pluriannuelle qui ne peut excéder 6 années et qu'elles peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une révision en cours de période selon la même procédure, vu l'avis du comité technique du 7 décembre 2020, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal acte les lignes directrices de gestion ressources humaines jointes en annexe telles qu'arrêtées par l'autorité territoriale. Donc vous avez en annexe les lignes directrices de gestion. Vous avez pu remarquer qu'on a quand même sur la collectivité 73 métiers dans les différents services et répartis sur les 7 filières. Donc c'est vrai qu'il y a eu un gros travail au niveau du service des ressources humaines, parce que le temps qui nous était imparti pour préparer ce document était assez court. Il prend effet à partir du 1er janvier, mais c'est un outil qui va nous permettre de mieux gérer, qui va être tout à fait bénéfique et favorable pour nos agents. Donc voilà pour les LDG.
Oui, merci. Donc effectivement, c'est un travail qui est arrivé très très tard, une demande qui nous a été formulée très, très tardivement. Et bien évidemment, il fallait que ce soit fait avant le 31 décembre. Moi, je voudrais remercier vraiment le gros travail fait par la direction générale des services, les services financiers, et puis aussi l'accompagnement avec les syndicats. Hein, ça s'est vraiment très bien passé. Et donc ce premier jet sur les lignes directrices est déjà porteur. Par contre, donc c'est pour 6 ans, mais ça peut être mis à la revoyure régulièrement. Donc je pense qu'on y reviendra effectivement assez rapidement. En tout cas, cette demande qui avait été formulée, toutes les collectivités s'en sont plaintes malheureusement auprès des services de l'État, parce que c'est quelque chose qui était exigé très rapidement et pas suffisamment de recul pour bien pouvoir travailler. Mais moi je remercie franchement le bon travail qui a été fait par nos services dans ce cadre-là, surtout dans les périodes actuelles qui ne sont pas si faciles que ça pour œuvrer en toute tranquillité. Donc merci vraiment pour ce que vous avez produit. Donc on vous demande simplement de prendre acte. Avez-vous d'abord des remarques concernant effectivement ces lignes directrices? Non. Donc on vous demande de prendre acte effectivement des lignes directrices qui ont été soumises, et notamment donc, dans le cadre de l'annexe 12. Très bien. 21e délibération. Adhésion au service de médecine préventive du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée. Je laisse la parole à M. Christian Grimaud. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est une délibération qui se prend chaque année. Bon, vous savez que la collectivité est affiliée au centre de gestion donc, départemental. Et de ce fait que nous soyons affiliés au centre de gestion, il y a mis à disposition un service de médecine de prévention qui est apporté pour toutes les collectivités par le centre de gestion et qui permet de pouvoir assurer une protection médicale pour tous nos agents qui peuvent en bénéficier, quel que soit leur rang, et qui ont possibilité de pouvoir, dans différents domaines, bénéficier donc de la médecine du travail. Alors, considérant que la collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, des risques de contagion et l'état de santé des agents, vu les prestations offertes par le service de médecine préventive du centre de gestion de la Vendée, telles que décrites dans la convention à intervenir. Donc vous avez en acte la convention entre le centre de gestion et la collectivité. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, sollicite l'adhésion de la commune au service de médecine de prévention proposé par le centre de gestion de la Vendée. Autorise monsieur le maire ou moi-même à conclure la convention correspondante d'adhésion au service de médecine préventive selon le projet annexé à la présente délibération. Prévoit les crédits correspondant au budget de la collectivité. Merci pour cette formulation. Donc, avez-vous des remarques concernant cette délibération? Non. Je la soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, voté à l'unanimité. C'était la dernière délibération donc, sur cette année 2020. Je vous remercie. Avant de nous quitter, je voudrais simplement dire quelques mots. Tout simplement, donc, nous vivons, c'est vrai, une période assez particulière encore en cette fin d'année. Malheureusement, les fêtes ne vont pas être celles qui étaient forcément attendues par tous. Simplement, quand même, en profiter pour dire à tous et à toutes, notamment aux Luçonnais, de se protéger. En se protégeant, on protège les autres. De s'isoler si effectivement on voit des symptômes de fièvre arriver ou quoi que ce soit. Tout de suite, c'est ce qu'il faut faire. Si vraiment il y avait des difficultés à s'isoler, eh bien, c'est de se rapprocher effectivement, par exemple, du CCAS, de la mairie, de façon à ce que nous-mêmes, on puisse isoler ces personnes. À savoir quand même que sur les collectivités, sur les villes, il y a des logements qui sont prévus en la circonstance. Donc, ne pas hésiter, parce que aujourd'hui, quand on est avec des symptômes et qu'on vit effectivement entouré de la famille, eh bien, malheureusement, le virus peut se transmettre. Demandez bien évidemment d'appliquer les consignes, surtout en cette période. Bon, on ne parle pas que du masque, mais on parle surtout du respect du couvre-feu.
respect surtout des règles sanitaires. Et puis en ces périodes de fête, faire attention bien sûr lorsqu'on va se retrouver en famille, que ce soit à Noël ou pour le Nouvel An. Bon, bien sûr, je ne vais pas vous apprendre toutes ces règles, ça va de soi, mais je pense qu'il est quand même très bon de le rappeler. Avoir aussi un esprit solidaire auprès de nos aînés, de ceux qui souffrent. On le mesure malheureusement quasiment journellement, des gens qui pètent les plombs, qui ne sont pas bien, qui psychologiquement aussi ont des difficultés. Donc ne pas hésiter, je l'ai dit et je le redis, à vous rapprocher, ou si vous avez un voisin, si vous savez que quelqu'un n'est pas bien, de vous rapprocher de la mairie, des services de CCAS ou d'autres services bien sûr sociaux. Il y a aussi des appels téléphoniques qui peuvent être faits, de façon à ce qu'on puisse venir en aide, ou en tout cas essayer de soutenir du mieux possible ces personnes en difficulté. Les vœux pour l'année 2020, pour l'instant, on ne sait pas si on pourra donc les faire. Je sais qu'au niveau du département de la Vendée, ils se font maintenant via la télévision. Donc pour Luçon, comme c'est en fin de mois, donc janvier, on prendra les décisions dans quelques jours et on informera bien évidemment la population de ce que l'on fera. En tout cas, moi, je voudrais, avant de terminer, donc de clore cette année, remercier tous les personnels également de la collectivité, tous les agents qui travaillent avec abnégation, journellement, par tous les temps, dans toutes les conditions, qui prennent aussi des risques pour eux, pour leur famille, quand ils interviennent, qui font des mesures parfois ingrates aussi, parce que aller nettoyer systématiquement les salles lorsqu'on les utilise, repasser dans les écoles aussi auprès donc, des classes, c'est pas toujours quelque chose d'évident. Et en tout cas, moi, je les en félicite. Je voudrais remercier la Direction Générale des Services et tous les services donc qu'ils soient donc DRH, services techniques, tous les gens qui œuvrent sur la collectivité, pour le service rendu cette année, qui n'a pas été facile, mais en tout cas, on n'a pas eu de souffrance réelle au travail, donc on ne peut qu'en s'en féliciter. Donc merci à eux. Je voudrais vous remercier, vous les collègues élus, qui m'avaient soutenu dans des difficultés qu'on peut avoir malheureusement aussi, pas forcément toujours évident, mais en tout cas, moi je suis très heureux de travailler avec une équipe soudée, une équipe dynamique. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes donc en bonne voie pour mettre en place notre projet de mandat. Et bien évidemment, c'est toujours dans l'efficacité et aussi la compréhension que nous y arriverons. Malheureusement, aujourd'hui, les bases sont posées. Malheureusement, on n'a pas pu réunir encore les comités consultatifs. C'est toujours délicat. Autant nous, sur les réunions institutionnelles, on peut le faire. Sur les réunions plutôt informelles ou même des réunions de travail, mais qui ne sont pas dans ce cadre-là, c'est compliqué. Pour l'instant, on n'a pas les autorisations nécessaires. J'espère quand même que très très vite, on pourra, en tout cas après la mi-janvier, nous réunir, nous rassembler pour vraiment commencer à démarrer ces comités consultatifs et à échanger pour la tenue des réunions de travail et les prises de décision. Voilà, donc les mots que je voulais employer pour terminer cette année. Je vous remercie tous. Je vous dis bien sûr à l'année prochaine. En début d'année, j'espère qu'on pourra se voir. En tout cas, ce sera certainement par visio si on ne peut pas le faire physiquement. Et puis je vous donne rendez-vous donc au prochain conseil municipal. Il est fixe le 23, qui est le 23 février. Donc on a le temps. On a vraiment du temps, mais pendant ce temps, on œuvrera, en tout cas pour le bien de la collectivité. Merci à vous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bon Noël et bonne fête de fin d'année.